L'antisémitisme apparaît comme un virus qui infecte le monde depuis toujours. Il ne cesse de se renouveler, de muter, de s'adapter constamment au temps et aux circonstances, utilisant toujours des nouveaux moyens de diffusion. Un virus aux multiples variants, pour utiliser une expression actuelle. Le père de Jean Dujardin, qui était un grand spécialiste des relations entre l'Église et le judaïsme, a noté son installation dans la durée, sa permanence, sans rupture de temps. On peut relever aussi sa diffusion géographique, quasi planétaire, au point que l'on trouve des publications antisémites, même dans des pays ou dans des endroits où la population juive est quasiment inexistante, voire inexistante. Nous pouvons nous inquiéter aujourd'hui dans notre pays de l'affichage sans honte de l'antisémitisme, comme dans les manifestations de l'été 2021, la crise sanitaire donnant de nouvelles occasions d'affirmation. Or, déjà en 1979, j'ai retrouvé dans les publications de notre revue, la revue Sens, une intervention de la présidente de l'époque, qui était Claire Huchet-Bishop, qui s'inquiétait, 1979, de la résurgence de l'antisémitisme. 1979, on était dans le contexte de la crise pétrolière de 73-74. Et Claire Huchet-Bishop faisait finalement la même constatation que moi, son successeur lointain aujourd'hui de 2022, peut faire. L'antisémitisme change d'aspect selon la conjoncture. Mais en plus, je pense qu'aujourd'hui, la situation s'est aggravée par rapport à 1979. Depuis lors, en effet, les Juifs sont victimes d'actes d'intimidation, d'injures. Les statistiques montrent cela en augmentation permanente, et encore en début de semaine, une étude a montré la gravité des agressions contre les personnes et contre les biens. Mais surtout, et c'est là qu'il y a évidemment un degré d'aggravation supplémentaire, on est passé à un cran supplémentaire avec le meurtre. Depuis le début des années 2000, on peut dire que la France est aujourd'hui le seul pays d'Europe où des juifs sont tués pour la seule raison d'être juifs, c'est-à-dire des personnes identifiées comme juives et qui sont assassinées, non pas dans des attentats collectifs, mais nommément, je dirais presque. Le premier d'entre eux a été Sébastien Selam, à Paris en 2003, 20 novembre 2003. On a eu en 2006 Ilan Halimi, enlevé, séquestré, torturé, assassiné dans des conditions épouvantables. Et justement enlevé parce que identifié comme juif, donc présumé riche. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le 19 mars 2012, pour la première fois depuis 1944, des enfants juifs ont été assassinés dans leur école. Gabriel et Arié Sandler, leur papa, Jonathan Sandler, et Myriam Monsonego. Et le 9 janvier 2015, c'est le massacre de l'Hypercacher, de la porte de Vincennes à Paris, puis les assassinats en 2017 de deux dames âgées, Sarah Halimi, puis Mireille Knoll en 2018. Alors, ces meurtres, et surtout les meurtres des enfants, Gabriel, Arié et Myriam, rappellent ceux des 44 enfants d'Isieux, et surtout du million et demi d'enfants disparus dans l'enfer des camps d'extermination nazie. Et ces meurtres montrent donc que la Shoah
n'est pas seulement un fait révolu du passé, un passé qui s'éloigne de nous de plus en plus à mesure que le temps passe. Mais la Shoah, c'est-à-dire la volonté de faire disparaître les Juifs, appartient en France, à la France d'aujourd'hui. Elle est présente dans notre pays actuellement, l'esprit de la Shoah, et peut-être appartient-elle aussi à notre futur, tant notre pays est traversé par des haines. L'antisémitisme est actif, il circule, il tue. Alors, je ne vais pas refaire ici l'histoire de l'antisémitisme. On dispose d'ouvrages excellents, de grands historiens et des philosophes s'y sont exercés, ont laissé des livres importants, Bernard Lazare, Léon Poliakov, Hannah Arendt, Pierre-Henri Taguieff, Yves Chevalier, Marc Nobel et bien d'autres. Et je n'ai pas du tout l'intention de m'inscrire dans les pas de ces grands auteurs. Plus modestement, je souhaite ici souligner la spécificité et l'ampleur de l'antisémitisme par la diversité de ses expressions et par son adaptabilité, sa capacité à s'adapter en permanence, à se modifier, à avoir des variants. Ainsi, le juif est-il tour à tour, selon les époques, selon les régimes politiques et les lieux, eh bien, c'est un communiste et en même temps un capitaliste. C'est un impérialiste qui veut contrôler le monde. C'est un anarchiste qui ne veut plus d'État. C'est un religieux intégriste et un franc-maçon. C'est le tout et le contraire de tout. Alors j'ai identifié une quinzaine de variants, classés en fonction de l'idéologie qui les sous-tendent, de leur mise en œuvre, de l'information et de leur diffusion. Donc une quinzaine de variants que j'ai classés entre 4 thématiques. Je vais les énumérer rapidement, en sachant bien entendu que pour des raisons pédagogiques, je les sépare les uns d'entre eux, les uns par rapport aux autres, dans mon exposé, mais il ne faut pas oublier qu'ils se recoupent les uns les autres, et on le verra en cours de route, et qu'ils s'alimentent les uns les autres. Chacun de ces variants mériterait en soi une analyse approfondie, que le temps qui m'est donné ne me permet pas de faire. C'est finalement mon exposé et avant tout une introduction à l'histoire de l'antisémitisme. L'information et de leur diffusion. Alors, je vais les énumérer, évidemment, d'une manière sans doute rapide et superficielle, et vous m'en excuserez, mais si je voulais développer chacun de ces variants, il me faudrait à peu près 3 heures pour chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux mériterait un développement approfondi. Alors, la première classification, c'est l'idéologie, sur laquelle je serai sans doute le plus long. Et ici, à travers l'idéologie antisémite, je voudrais en évoquer 4 variantes idéologiques. Le premier est l'antijudaïsme. Alors, pourquoi le premier? D'abord, par son importance, sa durée et son origine. Dire que l'antijudaïsme naît en même temps que le christianisme, avec la rupture initiale entre les juifs et les premiers chrétiens, et les juifs fidèles à la Torah, et cette rupture a été très vite accentuée par ce que l'on appelle les pères de l'Église, qui constituent un ensemble de textes fondateurs du christianisme au cours des premiers siècles. L'antijudaïsme est fondé sur un enseignement hostile et méprisant du judaïsme sur la base de l'accusation de déicide. Les Juifs auraient tué Jésus, c'est-à-dire auraient tué Dieu, le Fils de Dieu. Et cette histoire
est marqué par un triple refus ou récusation du judaïsme par le christianisme. Là, je vous disais un triple refus, donc j'en retiens trois. Le premier refus, c'est de reconnaître la dignité du judaïsme. J'ai évoqué le mépris, et c'est l'expression utilisée souvent par Jules Isaac, qui dénonçait l'enseignement du mépris à l'encontre des Juifs. Refus de reconnaître le judaïsme dans sa valeur propre. Alors, je vais vous donner un exemple très simple qui m'a toujours beaucoup frappé. Ce sont les statues que l'on trouve dans certaines cathédrales, sur les porches de certaines cathédrales dans toute l'Europe. Ces statues, ces cathédrales, construites au Moyen-Âge, généralement au XIVe, XVe siècle, avaient pour but d'être un livre d'enseignement à une époque où les gens ne savaient ni lire ni écrire. On se servait des statues, de tout ce qui était présenté, des vitraux également, pour raconter l'histoire sainte, c'est-à-dire pour raconter surtout les évangiles. C'était des livres de pierre, servant donc à enseigner. Et donc on mesure là le poids de cet enseignement et, j'allais dire entre guillemets, l'efficacité de cet enseignement pour répandre la peur des Juifs. Eh bien, on a l'habitude souvent de représenter à la fois la synagogue et l'Église. L'Église face à la synagogue. L'Église, toutes les deux représentées par une femme, l'Église représentée par une femme dominante, triomphante, portant une couronne sur la tête, une croix, la croix du Christ, et un calice. Et cette Église, cette femme regarde une autre femme qui symbolise la synagogue et qui détourne les yeux. Elle détourne les yeux. Elle a honte. Elle a honte. Parfois, les yeux sont bandés, symbole de l'aveuglement des Juifs qui ne reconnaissent pas le Messie. Parfois même, comme à Notre-Dame de Paris, les yeux sont bandés par un serpent. Vous voyez donc une symbolique encore plus violente. On est là dans une symbolique violente et que l'on retrouve partout en Europe. Refus de reconnaître le judaïsme, et le judaïsme doit avoir honte de ce qu'il est. La synagogue est honteuse. Elle a honte parce qu'elle ne reconnaît pas le Christ, donc on lui bande les yeux, elle détourne le visage et elle est soumise à l'Église. Vous voyez donc la puissance de cette symbolique. Deuxième refus, le refus de la reconnaissance, je dirais aussi tout simplement le refus de la connaissance. C'est par exemple le roi Saint-Louis qui fait brûler le Talmud. Si on fait disparaître les textes fondamentaux sur lesquels les Juifs se reposent, eh bien là on entend empêcher les Juifs de transmettre leur foi et les autres, les non-Juifs, de la connaître, si tant est qu'ils avaient envie de la connaître. Et puis, méconnaissance et mépris aussi à l'encontre du Premier Testament. Il faut attendre. Alors, certes, les protestants ont reconnu plus rapidement le Premier Testament au moment de la Réforme. Pour les catholiques, il faut quand même attendre le Concile Vatican II, les années 60, pour que véritablement le Premier Testament prenne une place centrale dans la célébration de la messe. Une place centrale, on peut nuancer aussi cette notion de centralité. Troisième refus, le refus même de vivre ensemble. On ne va pas se mêler avec les Juifs. Donc on met les Juifs à part. On les met dans des ghettos, on les met dans des quartiers spéciaux que l'on va appeler des ghettos. On les concentre dans certaines régions, comme en Russie par exemple, l'Église orthodoxe impose qu'ils soient concentrés dans certaines parties de l'Empire russe, la partie occidentale, et si possible éloignée de Moscou, de Saint-Pétersbourg. On interdit
l'exercice de certaines professions, et même on impose aux juifs l'exercice seulement de certaines professions, quitte à le leur reprocher, par exemple. On leur impose d'exercer des professions liées à l'argent ou au prêt à l'intérêt, mais ensuite on va leur reprocher d'être banquiers, etc. Il y a les expulsions, on expulse. Les Juifs sont expulsés de France en 1306, une nouvelle fois en 1394, et en France, ils ne peuvent vivre pratiquement que dans le comtat venessin, c'est-à-dire la région d'Avignon, sous la protection du pape, paradoxalement. Il y a les conversions forcées, les spoliations répétées sur le plan économique, spoliation des biens, et au XVIe et XVIIe siècle se répand l'idéologie de la pureté du sang qui annonce les idéologies raciales du XIXe siècle. Et justement, ce triple refus a nourri au cours des siècles donc cet anti-judaïsme religieux, un anti-judaïsme théologique, spirituel, qui débouche au XIXe siècle sur un autre variant, l'antisémitisme racial et social. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, deuxième forme deuxième type de variant idéologique, eh bien, c'est lié à la libéralisation des sociétés issues de la Révolution française. Et paradoxalement, les Juifs qui reçoivent la citoyenneté grâce à la Révolution française en payent le prix fort parce que, grâce à leur émancipation, ils deviennent des citoyens et donc ils peuvent s'installer partout dans le pays librement et ils peuvent exercer toutes les professions possibles, si bien qu'ils sont vus comme des concurrents, comme des ennemis qui vont prendre la place des chrétiens. Et en plus, on est dans une période d'affirmation du nationalisme dans toute l'Europe, et du coup, ils sont vus aussi comme une minorité qui risque d'affaiblir l'unité nationale. Donc, c'est une minorité dangereuse. C'est une minorité dangereuse. Parce qu'en cas de conflit, que vont-ils faire? Ils vont nous trahir, ils vont s'organiser avec les autres, d'autant plus que des juifs, il y en a partout, mais je reviendrai ensuite là-dessus. Les juifs sont cosmopolites, vous le savez, on trouve des juifs dans tous les pays, donc évidemment, ils vont trahir. Hein, ils vont trahir. C'est l'affaire Dreyfus, c'est le fondement de l'affaire Dreyfus. Et le mot antisémitisme apparaît à cette époque-là, apparaît en 1879 en Allemagne avec la fondation d'une ligue antisémite. Alors, nous savons qu'entre l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des juifs pour une raison raciale, parce que dans le même temps, on a défini la hiérarchie des races. Il y a toute une série de théoriciens qui ont défini les races d'une manière pseudo-scientifique, évidemment. Ça ne résiste pas une seconde à l'analyse, mais il n'empêche que ça devient très populaire. Il y a des races supérieures, des races inférieures, et le juif est considéré comme une race, non pas comme l'exercice, comme un croyant, comme l'exercice d'une religion, mais comme une race, la race juive, et qui est évidemment dans la hiérarchie des races, tout en bas, tout en haut, il y a la race des Ariens. Et donc, mais alors ce que je voulais dire, c'est que entre cette haine pour des raisons sociologiques, la jalousie à l'encontre de quelqu'un qui exerce un métier, qui a réussi, etc., et la haine pour une raison raciale, et la haine religieuse liée à l'antijudaïsme classique, eh bien, on passe très facilement
de l'une à l'autre. La frontière est très étroite. Il n'y a pas de frontière en réalité. Il m'arrive souvent de dire qu'il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les deux. Donc, il faut faire très attention. Et c'est là qu'on peut bien parler de variants. Et du coup, on a pu dire que l'antisémitisme s'est sécularisé. Il s'est sécularisé. Il n'est plus uniquement... Alors, il repose sur un substrat chrétien, toujours. Il s'enracine dans une culture chrétienne, l'Europe notamment, mais aussi l'Amérique du Nord, mais il tend à se séculariser, c'est-à-dire à se séparer de l'analyse religieuse pour s'élargir de plus en plus. Du coup, il devient de plus en plus incontrôlable et passe à de nouveaux relais. Et parmi ces nouveaux relais, on observe en Europe en tout cas, et puis dans toute une partie du monde, la religion musulmane, dans son expression la plus radicale, qui s'alimente elle-même de la crise politique du Moyen-Orient, du conflit entre l'État d'Israël et les Palestiniens, conflit, je reviendrai sur la question du sionisme dans un instant. Mais nous voyons aussi monter une nouvelle forme d'antisémitisme depuis quelques années seulement, qui est apparue aux États-Unis et que l'on appelle de plus en plus le wokisme ou wokisme, c'est-à-dire une idéologie binaire absolument qui est d'une stupidité absolument désarmante, mais qui fait des ravages actuellement aux États-Unis, notamment dans les universités, et qui s'appuie sur l'idée simple que le monde est partagé entre ceux qui sont entre les dominants et les dominés. Bon. Les dominants, globalement, ce sont les blancs, et les dominés, ce sont les minorités. Alors, on pourrait dire, mais ça tombe bien, les juifs sont une minorité. Oui, mais les juifs ont l'inconvénient d'être blancs. Donc, ils sont assimilés aux dominateurs et ils doivent être combattus en tant que tels. Et le wokisme est en train de développer une nouvelle forme d'antisémitisme, particulièrement pernicieuse, et qui invite également, aux États-Unis notamment, qui invite quasiment les populations de couleur à se retourner contre les Juifs qui sont assimilés aux exploiteurs des Noirs. Troisième forme d'antisémitisme idéologique, l'antisionisme. L'antisionisme, alors que l'on attribue souvent à la création de l'État d'Israël, en réalité pas du tout. D'abord, le rêve pour les Juifs de retourner en Palestine et de créer un État est un rêve ancien, théorisé surtout à la fin du XIXe siècle, dans le contexte d'ailleurs de l'affaire Dreyfus, mais on observe l'antisionisme déjà bien avant la création de l'État d'Israël. Dans les années 30, en témoigne donc dans les années 30 l'alliance du grand mufti de Jérusalem avec Hitler. Et le mufti de Jérusalem appelait à la disparition du peuple juif. Et alors évidemment, à partir de 1948, la question d'Israël s'impose dans le débat et le conflit israélo-palestinien est très vite identifié à un conflit entre l'islam et le judaïsme. Et dès 1948, les Juifs sont expulsés des pays arabes, massivement, et d'une manière très rapide. En 3 jours, on leur a donné 3 jours pour partir avec une petite valise de rien du tout. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de Juifs dans le monde arabe. Ils ont été expulsés manu militari
d'Égypte, de Libye, d'Irak, de Syrie, de Jordanie dès 1948, mais du Liban. Et puis ensuite, avec la guerre des 6 jours en 1967, la Tunisie et l'Algérie les expulsent. Et puis, ils ont fini aussi par partir du Maroc, non pas par expulsion, mais par peur de vivre dans une culture totalement hostile. Donc, et alors, là, on retrouve l'idéologie antisémite, c'est que, alors, on peut dire, oui, on est contre la politique israélienne, du gouvernement israélien, etc. Là, ça fait partie aussi des débats politiques, et nous savons combien en Israël même, qui est une grande démocratie, les débats politiques sont extraordinairement vifs. Mais on y ajoute, ce n'est pas seulement une volonté politique, mais c'est aussi une volonté de nier la culture juive à travers le boycott. Alors, on organise le boycott des produits de l'agriculture et de l'industrie israélienne. Ce n'est déjà plus un boycott strictement politique, mais aussi on organise le boycott des universités, de la culture juive. Si on invite quelque part un universitaire israélien, ou si on organise un concert avec des musiciens israéliens, vous aurez immédiatement des manifestations de gens qui, sous couvert d'antisionisme, vont en réalité manifester contre la déforme de la culture juive. Enfin, un quatrième variant, c'est la question qui est souvent, d'ailleurs, curieusement, dans les quelques ouvrages que j'ai évoqués, souvent négligée dans l'historiographie, et pourtant c'est important, c'est le négationnisme. Vous y avez fait allusion. Le négationnisme, c'est une théorie pseudo-scientifique consistant à dire soit que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais que c'est une invention des Juifs pour obtenir divers avantages, ou si oui, il y a eu des morts, les Juifs n'ont pas été très bien traités pendant la guerre, mais 6 millions de Juifs, ce n'est pas vrai. Il y a eu quelques centaines de milliers de Juifs qui ont trouvé la mort. Voilà, on nie l'ampleur du massacre. Alors, il s'agit d'une démarche qui est combattue sur le plan judiciaire, si bien que le négationnisme aujourd'hui, dans des pays comme la France, l'Italie, je crois l'Espagne aussi, ou l'Allemagne, ou la Belgique, enfin l'Europe de l'Ouest, c'est assez résiduel maintenant, parce que si vous tenez ces propos-là, vous risquez des amendes lourdes, voire même des peines de prison. Mais par contre, c'est très vivace aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, où sous couvert de liberté, on peut dire tenir ce genre de propos. Deuxième grande catégorie d'antisémitisme, l'antisémitisme en action. Et là, je relève 3 variants. D'abord, le variant de la sémantique. Le variant de la sémantique, c'est-à-dire les mots, le vocabulaire. L'antisémitisme passe par un vocabulaire, c'est l'expression des préjugés. Alors, vous le savez, préjugés, stéréotypes. Alors, les Juifs sont riches, les Juifs sont puissants, ils ont des relations partout. Voilà, ce sont les préjugés les plus importants. Mais il y en a un qui est particulièrement important, parce qu'il est particulièrement, je dirais, vicieux. C'est le Juif est intelligent. Le Juif est intelligent. Alors c'est un éloge de quelqu'un qu'il est intelligent. Et le Juif est intelligent, il est rusé. Et il utilise cette intelligence pour tromper, pour rouler ses contemporains. Vous voyez donc la perversité de l'expression. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve très souvent. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que
le juif est dangereux. Le juif est dangereux. Il est dangereux pour moi-même. Je croise un juif, je m'excuse, Monsieur le Président, je croise un juif et vous allez être dangereux pour moi. Hein? Il ne faut pas que je vous parle et il vaudrait mieux que je change de trottoir parce que vous allez essayer de me rouler dans la farine. Mais ils sont dangereux aussi collectivement. Ils vont tromper le peuple entier. Donc il faut les mettre à part. Il faut les mettre à part, il faut les mettre sous contrôle, éventuellement, évidemment, les persécuter, mais surtout les empêcher d'accéder à certaines fonctions, voire à certains métiers, voire à l'enseignement. Eh bien, c'est le statut des Juifs de Vichy. C'est le statut des Juifs du maréchal Pétain. Vous savez, ce maréchal qui est un grand ami des Juifs, hein, on le sait depuis quelques mois, on a appris qu'il était un grand protecteur des Juifs. Eh bien, le maréchal Pétain a voulu édicter un statut des Juifs, et comme ses bureaux avaient élaboré un texte qui lui semblait un peu trop léger, il a, de sa main propre, aggravé même le sens du texte. Eh bien, le statut des Juifs, ça a pour but de mettre les Juifs à part et de les rendre inoffensifs. Ils ne vont plus contaminer le peuple parce qu'ils ne seront plus professeurs, ils ne seront plus avocats, ils ne seront plus même étudiants. Donc ils ne pourront plus contaminer leurs camarades étudiants, ils ne pourront plus faire d'études. C'est le ministre le ministre de l'Éducation nationale de Vichy, M. Abel Bonnard, qui raye d'un trait de plume la fonction de Jules Isaac, inspecteur général d'histoire et surtout auteur des fameux manuels d'histoire, les Malais Isaac, qui ont été très présents dans l'enseignement public en France depuis les années 20, et puis ensuite ils le reprendront après la guerre. Et Abel Bonnard disait, on ne va quand même pas laisser un juif faire l'histoire de France. Voilà. Donc la contamination, surtout pas, on met les juifs à part. Et puis évidemment, parmi les mots aussi, il y a je l'ai oublié, le cosmopolitisme. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Bon, les juifs sont partout. Hein. Les juifs sont partout, donc ils ont des ramifications, ils vont avoir des amis partout, ils vont pouvoir comploter, etc. Hein, on reprend là le texte d'Esther 3:8, lorsque Haman dit au roi Assuérus, je le cite, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. » Ne pas les laisser en repos, c'est-à-dire, ça va de la mise à part à la persécution pure et simple. Alors, parmi les moyens de les mettre à part, il y a aussi le refus, la remise en cause des pratiques rituelles. Hein, on remet en cause des pratiques rituelles et on assiste actuellement à toutes sortes d'offensives contre l'abattage rituel, la shéita, et par là l'ensemble des lois alimentaires que constitue la cacheroute, histoire donc d'embêter les juifs. Et puis il y a les mesures contre la circoncision que l'on assimile à l'excision des petites filles dans certaines sociétés africaines. Et évidemment, je ne vais pas ici développer cela, on n'est évidemment pas dans le même registre, c'est totalement différent. Mais vous avez aux États-Unis et au Canada un mouvement, je ne sais pas si on le voit en Europe encore, mais ça va venir, un mouvement qui s'appelle le mouvement intactiviste. Intactiviste, qui veut dire qui milite pour l'intégrité totale du corps humain. L'intégrité totale du corps humain et notamment l'intégrité génitale pour les petits garçons. Donc ça s'appelle l'intactivisme. Alors je ne sais pas ce qu'ils font lorsque, en cas d'accident, une personne, on doit le priver d'un bras ou l'amputer ou voilà, ou lui enlever un rein
parce qu'il a un cancer du rein, il faut éliminer le rein malade. Ça, je ne sais pas comment ils voient les choses, mais enfin, ils sont intactivistes. Et il faut savoir que la circoncision est actuellement interdite en Slovénie, un pays membre de l'Union européenne. Alors, évidemment, en plus, on fait coup double avec les musulmans. Voilà, donc c'est l'occasion aussi d'embêter les musulmans. Troisième type d'action antisémite, évidemment la plus violente et la plus évidente, c'est la persécution physique, les meurtres, les massacres, les pogroms, la désignation du juif comme bouc émissaire en cas de crise. Je vous invite à lire ou à relire La causalité diabolique, livre admirable de Léon Poliakov, publié il y a déjà de nombreuses années, qui avait été réédité au début des années 2000, mais il serait bon de le rééditer aujourd'hui. La causalité diabolique, dès qu'il y a un problème, eh bien, c'est la faute des Juifs. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Et donc, on a l'émergence au XXe siècle d'une volonté politique d'éradiquer le judaïsme en Europe. C'est la mise en œuvre du génocide, sur le modèle de ce qu'ont fait les Turcs à l'encontre des chrétiens arméniens en 1915, c'est-à-dire selon une organisation structurée, industrielle, ce qu'aujourd'hui on appelle la Shoah, et qui a été pensée, organisée il y a 80 ans exactement, lors de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. Mais tuer les vivants ne suffit pas. Tuer les vivants ne suffit pas. On cherche à tuer les morts aussi. Et alors, nous avons les violations de tombes, les destructions de tombes. Les nazis, d'ailleurs, détruisaient les cimetières juifs. Mais ça continue aujourd'hui. Il y a des gens qui cherchent à attaquer les morts, des stèles, des attaques contre les stèles. Pensons au malheureux Ilan Halimi, dont les stèles érigées en souvenir à Bagneux, dans la ville, la commune de banlieue près de Paris, où il a été martyrisé, la stèle est régulièrement détruite ou abîmée, et même les arbres que l'on a plantés à l'endroit où on a trouvé son corps agonisant sont régulièrement coupés, on doit les replanter, enfin. Donc il y a un acharnement aussi contre les morts. À cela, il faut ajouter évidemment les attaques contre les lieux de culte, les attentats contre les synagogues. Ce n'est pas propre au judaïsme, les chrétiens et les musulmans en font les frais aussi, mais c'est particulièrement vrai aussi pour les synagogues. Le négationnisme, c'est une manière de fabriquer un faux. On dit que les chambres à gaz n'ont pas existé, ce qui est faux. Le faux le plus célèbre, ce sont les protocoles des sages de Sion. C'est un texte qui a été fabriqué en 1903 par la police du tsar, donc en Russie, pour dire que les juifs complotent pour dominer le monde. Il s'appuie sur un soi-disant congrès qui se serait produit en Suisse pour dominer le monde. Alors, ce faux est assez grossier, tout de suite il a été identifié comme faux. Il n'empêche qu'il a connu un succès absolument invraisemblable. Il a été reproduit, colporté, traduit dans toutes les langues possibles et imaginables. Évidemment, il a été l'un des fondements du nazisme, mais encore aujourd'hui, on le trouve librement en Arabie Saoudite, en Syrie et dans de nombreux pays arabes. Et il continue à entretenir un antisémitisme virulent. Troisième type de variant, la désinformation. Alors la désinformation, c'est par exemple les fake news. C'est-à-dire, on raconte, alors vous me direz que ça a un lien avec le faux, mais c'est un peu différent. Les fake news qui sont relayées notamment par les réseaux que l'on dit sociaux, mais aussi par des responsables politiques, parfois au plus haut niveau, des États,
et bien sûr par la presse, par les télévisions, par les manuels scolaires. Il suffit de voir, même en France même, le Bnebrit a analysé les manuels scolaires français, et le panorama est quand même très préoccupant, concernant notamment les relations entre Israël et la Palestine, et les Palestiniens, et les guerres qu'ils ont opposées en 1948, 56, 67, 73. Bon, il y a une manière de présenter les choses particulièrement pernicieuse, c'est l'industrie du mensonge, comme le dit un ouvrage d'un historien israélien, les médias et le milieu universitaire et le conflit israélo-arabe. Alors là, on mêle tout, on mêle des réalités, mais aussi des contre-vérités, et on porte des accusations tout à fait choquantes. La plus choquante, évidemment, c'est de dire que Israël mène une politique génocidaire, hein, et que les Juifs, victimes même d'un génocide, eh bien, ils pratiquent eux-mêmes le génocide contre les Palestiniens. Affirmation qui ne repose sur rien et surtout pas sur la réalité. Quand on regarde les chiffres, on voit que la population palestinienne connaît une progression démographique relativement importante. Donc ce n'est pas vrai. Et cette accusation, on la retrouve même dans des publications chrétiennes qui reprennent telles quelles les affirmations du Hamas, organisation palestinienne terroriste classée par toutes les organisations internationales comme terroriste, et qui prône dans sa charte la disparition pure et simple d'Israël. On parle aussi d'un État fondé sur l'apartheid. Là aussi, cela ne répond pas à la réalité. L'apartheid, ça a été un régime drastique de séparation de population qui a été mis en œuvre d'abord aux États-Unis, notamment dans le sud des États-Unis, à la suite de la guerre de sécession, et cela jusque dans les années 1960, et surtout en Afrique du Sud, hein, où on a établi une séparation stricte entre les Noirs et les Blancs. Et dire qu'Israël est un État d'apartheid est non seulement absurde, parce que les Palestiniens ont leur place dans l'État d'Israël. Il y a aujourd'hui dans le gouvernement israélien des ministres palestiniens musulmans. Et puis, alors même si je ne nie pas les problèmes relationnels, la politique de l'État d'Israël, bon, je ne vais pas entrer là-dedans, mais on ne peut pas dire n'importe quoi, il faut dire la vérité. Et de même et de plus, je dirais que c'est une injure à l'égard des Noirs qui ont subi l'apartheid et qui était un régime absolument de ségrégation, absolument épouvantable. Donc, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Et puis, dans ces fake news, vous avez la banalisation de la Shoah. Vous voyez les gens qui manifestent contre les vaccins, portant une étoile jaune et se faisant passer, en quelque sorte, pour les Juifs d'aujourd'hui. Bon, alors qu'ils ne risquent rien. Ils ne risquent rien du tout. Donc, et puis, vous avez aussi les organisations internationales, l'UNESCO, l'ONU depuis quelques jours, qui votent des textes niant le caractère juif de Jérusalem. Bon. Et là aussi, on a un texte, une résolution de l'ONU votée en décembre dernier, votée d'ailleurs par l'ambassadeur de France auprès de l'ONU, et qui nie la judéité de Jérusalem et qui entend imposer le nom arabe de ce qu'on appelle communément et improprement en France l'esplanade des mosquées, et
Et donc que on veut nier son nom juif et on veut imposer son nom arabe. Hein. Et la résolution dit maintenant on ne peut utiliser que le nom arabe, c'est-à-dire musulman. Troisième variant, le variant du complotisme. Et on se retrouve un peu dans la même chose. Je vais vous poser la question. Qui? On a vu fleurir ces affiches, hein, ces pancartes. Qui? Évidemment, le juif, qui est derrière tout, derrière toutes les manipulations. C'est encore une fois le bouc émissaire que l'on retrouve. Et ce qui est extrêmement troublant, c'est que malgré les progrès de la science, malgré les progrès de la connaissance, notamment historique, progrès de l'éducation, eh bien, on se retrouve comme au Moyen-Âge quand on accusait les Juifs d'empoisonner les puits. Et on peut se demander si la crise de notre société n'est pas tout simplement ou avant tout une crise de l'intelligence et une crise de la raison, à la recherche, toujours une société à la recherche toujours du bouc émissaire. Comme le rappelle le philosophe René Girard, le bouc émissaire qui porte sur lui toutes les forces maléfiques et doit être mené au désert. Et le bouc emportera sur lui toutes les fautes en un lieu aride. On n'a pas beaucoup progressé depuis le Lévitique. Quatrième grande étape de l'antisémitisme, grand moyen de l'antisémitisme, maintenant les moyens, justement. Les moyens de diffusion. Alors là, je vais être un peu plus rapide parce que c'est assez évident. On a d'abord la littérature. La littérature, ce que j'appellerais l'antisémitisme de plume, qui, avec des auteurs à succès, ont entrepris de répandre l'antisémitisme. Édouard Drummond, avec La France juive, publié en 1886, qui a eu un succès absolument colossal, publié à des centaines de milliers d'exemplaires sur de nombreuses années, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale. Plus près de nous, Roger Garaudy, philosophe communiste et antisémite, ou encore Céline, se demandait encore récemment s'il fallait rééditer ces pamphlets antisémites, qui sont des textes épouvantables. Mais beaucoup plus efficace que la littérature antisémite, il y a les caricatures, un autre moyen de répondre à l'antisémitisme. Les caricatures, on en a revu en quelques-unes en voyant tout à l'heure l'exposition sur l'affaire Dreyfus. Bon, alors ces caricatures, elles sont faciles à retenir, elles répandent l'antisémitisme beaucoup plus facilement qu'un gros livre. Sur le gros livre, il faut faire l'effort de le lire. La caricature, on ne fait aucun effort pour la lire, pour la voir, et on ne fait aucun effort pour la retenir. C'est l'image qui frappe. Alors, il y a en Iran, par exemple, un concours international, chaque année, un concours international de caricatures sur l'Holocauste. Vous imaginez un petit peu ce que l'on peut voir. Mais récemment, il y a une affaire en Belgique avec le carnaval d'Avost, où on caricaturait des juifs. Alors, ça fait rire, oui, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, peut-être, mais voilà, il y a en ce moment, je crois, à Saint-Jacques, un colloque sur l'humour, les religions et l'humour. Alors, je ne sais pas si cette question-là a été abordée, mais enfin, bon, voilà. Mais avec le risque, évidemment, de répandre des préjugés. Il y a la presse aussi. Le journal Le Rivarol, fondé en 1951, fonctionne encore, je crois, toujours. Hein. Il y a le cinéma, troisième moyen, le cinéma, les spectacles. Je vous renvoie évidemment à Dieudonné, forme d'humour aussi, certainement, mais qui a produit aussi un film en 2012 intitulé L'Antisémite. Alors je vous avoue que je n'ai pas poussé
la conscience professionnelle pour aller le voir, mais j'en ai lu quelques résumés, c'est assez intéressant. Enfin, quatrième moyen, les réseaux sociaux. Là, je ne développe pas plus, tellement c'est évident. La cyber-haine. Et là, je vous renvoie à un livre remarquable qui est paru cette année, de Marc Knobel, un historien, Marc Knobel, ça s'écrit Knobel, qui s'intitule la cyber-haine. Et là, on tombe dans le cyber-antisémitisme. Alors là, un antisémitisme très moderne, peut-être même post-moderne, avec des moyens de diffusion extraordinaires, par le biais de l'anonymat, de la haine. On peut écrire tout et n'importe quoi sans rien craindre. Et ça, c'est véritablement extrêmement redoutable, notamment pour les jeunes qui passent du temps sur ces réseaux et qui parfois leur font confiance. Alors, je voudrais terminer en conclusion en essayant à la fois d'être en alerte, mais aussi d'essayer d'être un peu plus positif peut-être. D'abord, constatons que l'imagination des malfaisants n'a pas de limite. Les malfaisants sont toujours actifs. On n'a pas trouvé de vaccin qui pourrait préserver le monde du virus de l'antisémitisme, ni même un médicament qui pourrait en atténuer les effets de ce cancer, car on a bien un cancer dont les métastases ravagent la société. Alors, que faire? Évidemment, agir toujours, dénoncer encore et toujours ces ignominies, rappeler la vérité historique, appeler à la responsabilité citoyenne et politique, c'est-à-dire se battre toujours, mettre en garde contre les nouveaux dangers, mais il est vrai qu'on est un peu désarmé. C'est la grande sociologue Dominique Schnapper qui a dit lors d'un colloque de la JCF, je la cite, « Les représentations folles qui ont nourri l'antisémitisme se transmettent mieux d'une génération à l'autre que le combat intellectuel et moral pour la vérité. » Ça se transmet mieux, plus facilement, on l'a vu. Et il est plus facile de dire que il n'y a pas eu de chambre à gaz, que ça n'a pas existé, que d'expliquer que les chambres à gaz ont existé. C'est un combat asymétrique, comme disent les militaires maintenant. Cette remarque de Dominique Schnapper est d'autant plus inquiétante à propos de la Shoah que les derniers témoins tendent à disparaître. Et l'avenir de la transmission de la mémoire passe maintenant aux historiens et aux citoyens d'une manière générale, à nous tous. Mais c'est une lourde responsabilité, car l'analyse que nous pouvons faire les uns et les autres, si juste soit-elle, n'a pas le poids du témoignage, n'a pas la valeur, n'a pas la chaleur du témoignage. Et je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir aussi à ce que disaient les jésuites en 1940. Peu après la défaite, les jésuites font paraître une nouvelle revue qui va avoir une certaine diffusion un peu compliquée sous l'occupation, bien sûr, les cahiers du témoignage chrétien. Et le numéro 1 s'intitule, publié donc à l'été 1940, s'intitule « France, prends garde de perdre ton âme ». France, prends garde de perdre ton âme. Eh bien, je crois qu'on en est revenu là. Ce matin, on parlait, voyant l'exposition sur Callot, de la résistance spirituelle. Eh bien, oui, il est temps de mobiliser les armes de l'esprit, les armes spirituelles. Donc, se former, s'informer, recourir aussi aux armes juridiques, car il y a des lois contre la haine, il y a des lois contre le négationnisme, etc. Mais c'est lourd. Hein.
obtenir réparation en justice, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'énergie, et le résultat n'est pas forcément acquis, car les malfaisants sont également habiles, hein, et ils ont de bons avocats. Mais on peut disposer aussi, et là je voudrais être un petit peu plus optimiste, je pense, et terminer sur une note un peu plus positive, on dispose, si ce n'est d'un antidote, du moins du moyen de contenir la haine antisémite. Et on trouve une réponse, je pense, dans la solidarité, dans la fraternité, en un mot, dans l'amitié. L'amitié notamment des chrétiens, puisque je me place du point de vue de l'amitié judéo-chrétienne, l'amitié des chrétiens à l'égard des Juifs, l'engagement auprès des Juifs. Et je voudrais citer le grand philosophe juif Henri Bergson. Henri Bergson, en 1933, nous sommes en 1933, exactement en avril 1933, donc vous voyez la date, Hitler vient d'arriver au pouvoir et les ravages de l'antisémitisme politique sont en train d'envahir l'Allemagne. Et Emmanuel Mounier, grand philosophe chrétien, fondateur de la revue Esprit, songe à préparer un numéro spécial sur l'antisémitisme en Allemagne. Il demande à Bergson un texte. Et Bergson refuse. Il refuse. Alors ça peut paraître étonnant. Et voici ce qu'il écrit. Et ce qu'il écrit est fondamental, me semble-t-il. Si c'est simplement, et la lettre est datée du 10 avril 1933, si c'est simplement pour que je déclare réprouver l'antisémitisme allemand que vous me demandez de vous adresser une ligne, c'est parfaitement inutile. Cette réprobation va de soi. Une telle déclaration n'a d'intérêt que si c'est un non-juif qui l'a fait. Un non-juif qui l'a fait. C'est la solidarité, c'est l'amitié à l'égard des Juifs. C'est pourquoi la fondation de l'amitié judéo-chrétienne en 1948 est si importante, car elle a été fondée, ça, par un juif, mais avec des chrétiens, avec des protestants, des catholiques, des orthodoxes, et avec l'idée en plus que son président, justement, dans la suite de Bergson, ne doit pas être juif. Le président de l'amitié judéo-chrétienne au plan national, en tout cas, est forcément un chrétien. Ça ne peut pas être un juif. Et c'est très sage. Car un juif qui proclamerait qu'il faut être ami avec les juifs, c'est Bergson qui le dit, c'est inutile. C'est évident. Mais par contre, qu'un chrétien dise qu'il faut être ami avec les juifs, là, ça a une force nouvelle. Et Jules Isaac a voulu examiner les causes profondes de ce qui s'était passé en Europe entre 1933 et en 1945, en Europe, c'est-à-dire dans des terres pétries par le christianisme. Le nazisme avait plongé ses racines au fond de l'histoire d'un antique anti-judaïsme qui, depuis le XIXe siècle, a inspiré l'antisémitisme sociologique et racial. Donc je ne reviens pas sur l'œuvre colossale de Jules Isaac, mais je voudrais dire que ce qu'il est très important, c'est cette solidarité. Ne pas laisser les Juifs seuls. Tout à l'heure, je disais sur RCF que en 1935, l'Allemagne nazie se dote des lois de Nuremberg, qui font des Juifs allemands des non-citoyens, voire même des sous-hommes déjà. On les a laissés seuls. On a laissé les Juifs allemands seuls. Un an après, même pas un an après, que se passe-t-il à Berlin, 1936?
tout le monde se retrouve aux Jeux Olympiques. Le monde entier se retrouve aux Jeux Olympiques pour participer à l'exaltation du régime nazi. On a laissé les Juifs seuls. L'étape suivante, c'est 1938. C'est la nuit de cristal. L'étape suivante, c'est la conférence de Wannsee et les massacres déjà dès 1940-41 en Europe de l'Est. 1939, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre n'est pas encore là. Un bateau, un paquebot allemand, quitte le port de Hambourg. On est encore dans la période où les autorités allemandes veulent se débarrasser des Juifs. Donc ils favorisent l'émigration, pour certains d'entre eux, notamment les mieux nantis, parce qu'au passage, on leur piquait tout leur argent, on leur prenait tous leurs biens. Mais donc, le bateau, qui s'appelle le Saint-Louis, part rempli de Juifs. Bon, vers Cuba. On leur avait promis que les Juifs pourraient s'installer à Cuba. Cuba leur interdit de descendre du bateau. Ils essaient aux États-Unis. Le président Roosevelt interdit au bateau d'accoster dans un port américain. Et il repart vers l'Europe. Voilà. On a laissé les Juifs seuls. Personne n'a été capable d'accueillir ce bateau, si ce n'est la Grande-Bretagne, qui a bien voulu accueillir une partie des passagers, ceux qui parlaient l'anglais. Ceux qui parlaient l'anglais. Et certains ont pu débarquer, je crois, dans un port au Havre ou en France. Et ceux-là, ensuite, ont été rattrapés par les Allemands en 1940. Mais on a laissé les Juifs seuls. Et c'est là que c'est très important. C'est très important. La solidarité, l'amitié, être présent. Et à chaque fois qu'on attaque les Juifs, eh bien, il faut réagir. Et je compte évidemment aux groupes locaux de l'amitié judéo-chrétienne, aussi au niveau local, de réagir lorsqu'il se produit un événement, un acte antisémite sur place. Je sais que vous le faites, mais je crois vraiment qu'il faut en avoir la volonté et rappeler aux Juifs que nous sommes là, et que nous sommes prêts à nous battre avec eux. En rappelant déjà la formule du pape Pie XI en 1927, qui disait que spirituellement, les chrétiens sont des sémites, et donc on ne peut pas être antisémite, formule qui a été reprise récemment par le pape François, qui a été reprise par Jean-Paul II évidemment, puis Benoît XVI, et le pape François avec encore plus de force, quand il s'écrit « Un chrétien ne peut pas être antisémite », point d'exclamation. Et il n'est pas sûr que l'on en serait là aujourd'hui au niveau de cette amitié, de cette formulation de la solidarité, si justement Jules Isaac n'avait pas ouvert la voie à ce que l'autre grand philosophe français, Jacques Maritain, avait nommé l'impossible antisémitisme. Je vous remercie de votre attention. Ce n'est pas une question, Monsieur le Président. Moi, je voulais vous remercier chaleureusement. D'abord pour cette réponse qui est particulièrement, qui est pour moi remarquable. Parce que vous avez fait une cartographie, si on peut dire, de l'antisémitisme depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Et véritablement, vous avez passé en revue toutes ces différentes formes et à travers toutes les époques. C'est véritablement remarquable. Donc merci beaucoup pour ça. Et je tiens à vous exprimer aussi une grande gratitude en mon nom propre et au nom de notre communauté ici à Rennes, et puis au-delà, pour cet engagement qui est le vôtre, que vous incarnez véritablement avec beaucoup de force. Un engagement qui nous met dans une position de fraternité
très touchante pour moi. Donc je vous remercie beaucoup pour tout ça. Bravo à toutes les personnes qui se sont déplacées. Je pense, Monsieur le Président, que cette présentation, pour moi, à titre d'exemple, je n'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi synthétique, d'aussi... et en même temps qui englobe, qui est global. Donc véritablement, merci beaucoup. C'est une œuvre de salut public, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.